La majorité des podcasts business parlent aux 1% des entrepreneurs. Et si nous parlions aux 99% restants? Lors de l'hypercroissance et des levées de fonds, nous échangeons avec des entrepreneurs de tous les horizons sur leur parcours, leur quotidien de chef d'entreprise, mais aussi sur les défis qu'ils relèvent chaque jour pour atteindre leur croissance. Vous regardez 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans ce podcast, je suis très content de t'avoir ici. J'ai appris à te connaître au Startup Weekend où j'avais pu participer et tu avais fait une intervention. Et du coup, dans cette intervention, c'est là que j'ai appris un peu ce que tu fais, ce que tu as monté. J'étais assez impressionné. Et puis en plus, le fait que ce que tu as monté, c'est quand même assez important et que c'est alsacien, ça m'a vraiment... Je me suis dit, purée, on a quand même des sacrées boîtes en Alsace. Et donc voilà, je me suis dit, si un jour on fait un podcast, j'aimerais l'avoir sur le podcast. Et du coup, on a monté notre podcast et je t'ai invité. Ok, merci pour l'invitation. Écoute, super. Du coup, je te propose de te présenter. Alors c'est facile, hein. Christophe Winkemuller, j'ai 51 ans. Okay. Je suis alsacien, né à Mulhouse. De formation ingénieur chimiste. J'ai fait l'école de chimie de Mulhouse, plus vieille école d'ingénieur en France. Et puis voilà, et puis la passion de l'automobile a pris le dessus à un moment et j'ai abandonné la chimie, un poste à responsabilité que j'avais chez Novartis où je m'occupais d'un site de production. Okay. Et pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et dans l'automobile, quoi. C'est vrai que tu as un parcours qui est atypique puisque si on regarde un petit peu ton point de départ et ton point d'arrivée aujourd'hui, il y a quand même un grand écart assez important puisque la chimie, l'automobile... Comme ça, de but en blanc. Mais en fait, depuis tout petit, je rêvais d'automobile. Je dessinais des voitures déjà au collège, au lycée. J'adore dessiner, j'adore toujours. Je dessinais les autos. Mon but, c'était de créer ma propre voiture depuis toujours. Mais au minimum, de travailler dans l'automobile. Et puis, mon père m'a dit, écoute, l'automobile, c'est bien, mais tu fais plutôt des études, fais un métier qui rapporte. Et quand on est jeune, on suit les conseils des parents. Et je suis content de l'avoir suivi parce que j'ai pu avoir un bon bagage, faire des études, gagner bien ma vie et puis me lancer quand j'étais déjà un petit peu plus stable et plus serein, quoi. Voilà. Okay. Donc toi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat du coup un peu plus tardivement, c'est ça? Oui. J'avais 31 ans, quoi. Enfin, 30 ans, l'idée est venue quand j'avais 30 ans, 31 ans quand je me suis lancé réellement. En fait, les 20 ans de l'entreprise, de l'agence automobilière cette année. Et donc, tu vois, souvent on me dit ça allait vite. Je dis oui, ça allait très vite. Hein. J'avais 30 ans, j'en ai 50, 51 pour être exact. Donc vite en 20 ans, c'est pas... Ouais, c'est ça. Ok, du coup... parcours de chimie, études de chimie. Et à ce moment-là, est-ce qu'à ce moment-là, tu te voyais entreprendre ou est-ce que tu avais déjà... est-ce que tu penses que tu avais la graine de... Oui, je l'avais déjà. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé par... je suis plutôt quelqu'un de timide. Et j'ai même appris derrière moi, on me disait que j'étais introverti. Et c'est vrai que j'ai toujours été introverti, toujours celui qui faisait pas de bruit à l'école, discret et tout ça. Je me réfugiais un petit peu dans les mathématiques. Et après, j'ai fait maths sup, maths spé. Et en fait, en maths sup, maths spé, je me suis retrouvé qu'avec des gens très timides, qui étaient comme moi. Et je pense qu'au milieu de tous ces timides, j'étais le moins timide. Donc, je pense que je me suis révélé en maths sup, maths spé. Et pour dire, je m'occupais d'un certain nombre de choses, la vie associative. Et en spé, c'est même moi qui me suis occupé du bizutage. À l'époque, c'était encore autorisé, ça se faisait et tout. Donc, j'étais limite le bout en train. Parmi les très timides et les introvertis, j'étais, comme dit, le bout en train de la bande. Et quand on est arrivé à l'école de chimie, je pense que là, c'est vraiment là que je me suis éclaté. J'ai fait plein de choses. À l'amicale, je m'occupais de la machine à café, je m'occupais de certaines soirées. Et j'ai lancé déjà à l'époque le rallye de l'école de chimie. En première année, puis en deuxième, en troisième année, j'ai participé. Et avec ma voiture, on l'a même gagné. Et l'idée déjà à l'époque, c'était de décorer sa voiture, de faire des équipes. C'était un rallye touristique à travers toute l'Alsace avec des énigmes, des fois creuser pour trouver des pseudo-trésors. Et le rallye de l'école de chimie existe toujours, quoi. C'est devenu une institution. Et en fait, c'est moi qui lançais ça. Donc j'avais déjà ce côté fibre entrepreneuriale. C'est moi qui allais chercher les sponsors pour les calendriers de l'école de chimie. J'avais fait le dessin du t-shirt de l'école de chimie de notre année, parce qu'on avait déjà notre t-shirt et tout ça. Enfin, je m'étais déjà lancé dans l'entreprise sans le savoir, quoi. Ok. Mais à ce moment-là, est-ce que tu te voyais entreprendre? C'est-à-dire que est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, est-ce que pendant tes études, tu t'es dit je vais faire carrière dans la chimie, ou est-ce que tu t'es dit
je vais entreprendre un jour dans la chimie, dans l'automobile. Quand j'étais jeune, alors j'avais envie d'entreprendre, mais après, quand tu rentres dans le cursus des études, j'étais comme tous mes potes, tu cherches un stage, tu essaies d'avoir le meilleur stage. Alors j'avais pu la chance d'avoir un stage en dernière année chez Roche, donc une belle entreprise où tu étais bien payé, donc j'étais fier d'avoir chopé ce stage-là. Après, à l'époque, il y avait encore l'armée. Donc tu finis l'école, tu te retrouves à l'armée. Et en plus, mon entreprise aurait peut-être pu me garder, mais comme je partais à l'armée, j'avais pas le choix. Donc c'est vrai que là, tu penses plus à gagner ta vie. J'avais 22 ans. J'avais pas encore mes 23 ans, t'as envie de gagner ta vie, t'as pas envie de créer ta boîte, t'as envie de t'acheter une voiture, t'as envie d'avoir ton appart, t'as envie de ce genre de choses comme les potes. Et donc j'ai fait mon armée, j'avais pas le choix. Et à la fin de l'armée, Roche cherchait un ingénieur, un ingénieur production. J'ai postulé, j'ai été pris, donc directement sorti de l'armée, je suis allé bosser chez Roche où j'avais fait mon stage et j'ai commencé à bosser. Et là l'idée c'était de louer un appart, m'acheter une nouvelle voiture parce que je suis passé de la Polo à la Golf. Donc, excellent. Ça c'est un bon level up. Ouais, c'est ça. Tu penses à ce genre de choses, quoi. Oui, c'est clair. T'acheter des jantes alu. Et pour ça, c'est sûr qu'entreprendre, pendant qu'on entreprend, on ne rentre pas de cash tout de suite, donc forcément, c'est des questions. Et est-ce que tes parents, ils étaient entrepreneurs ou est-ce que pas du tout. C'est-à-dire que dans ma famille, personne n'est entrepreneur, ni de près ni de loin. Et c'est même quelque chose qui a fait flipper mes parents. C'est-à-dire que quand j'ai annoncé à mon père que j'allais créer mon entreprise, alors que j'avais une situation établie chez Novartis, je gérais un site de production, il y avait à peu près une centaine de personnes, je gagnais très bien ma vie, c'était un métier, mes parents étaient fiers, et je leur dis, je vais me lancer dans l'automobile, je vais créer mon entreprise. Mon père, la première chose qu'il a dit, mon fils, t'es ingénieur chimiste, t'es pas vendeur de voitures. Et je dis, ouais papa, mais c'est ma passion, j'ai envie de faire ça. Et je me suis lancé, mais j'ai gardé mon job. Pendant 3 ans, j'avais toujours mon poste chez Novartis et j'ai commencé à créer l'entreprise à côté, puis d'y aller le samedi, embaucher une personne à mi-temps. Enfin, j'ai démarré comme ça parce que j'avais pas les moyens et j'avais besoin de mon salaire toujours. Même si je gagnais bien ma vie, j'avais besoin de mon salaire pour financer la boîte. Parce que en side business, quoi. Oui, je l'ai fait. Et en même temps, c'était, un jardin secret. C'est-à-dire que j'avais quand même une grosse pression, parce qu'il ne faut pas croire que dans les grosses entreprises c'est facile. Une grosse pression internationale, on avait des audits de la FDA, les États-Unis, les Japonais qui venaient nous auditer, on avait une grosse pression, c'était une boîte suisse, on avait une grosse pression sur nous et ce stress, quelque part, le fait d'avoir mon entreprise me permettait de l'évacuer. Moi je savais que j'avais ma petite boîte à côté, que j'avais mon projet de création d'entreprise, donc ça me permettait de faire passer les choses plus facilement parce que sinon t'exploses à la fin, quoi. Donc tu as développé ta boîte donc en side business, donc à côté d'une activité de salariat. Oui. Donc c'est possible d'être salarié d'une entreprise et de monter sa boîte à côté. C'est possible, oui, tout à fait. C'est dur, il faut bosser. Des fois, il y a des situations qui sont assez rigolotes parce que je me rappelle un jour où un samedi, j'allais travailler. Alors, je travaille du lundi au vendredi dans mon entreprise en tant que responsable d'un site de production. Et le samedi, j'allais prêter main forte à l'agence. Et un jour, j'ai une de mes salariées qui vient et qui me dit « Ah, monsieur Winkemeyer, qu'est-ce que vous faites là ?» et tout. Et j'étais un petit peu embêté parce que j'étais derrière le bureau pour l'accueillir. Et je vais sortir, mais c'est l'entreprise à mon père. Et des fois, je l'aide le week-end. Ah bon, ouais, quand il y a trop de travail. En fait, mon père n'y était pour rien, mais c'était l'excuse que j'avais trouvée sur le fait pour. Et après, au travail, il commençait à dire des fois, vous allez travailler le samedi. Alors, ça commence à savoir chez Novartis. J'ai une voiture à vendre, on fait comment, tout. Donc, je commençais à donner des conseils, mais je mettais toujours ça. C'est l'entreprise à mon père, pour pas que ça fasse. Tu travailles à côté. Ça le faisait pas trop. C'était pas bien vu. C'était pas bien vu à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, ça passe quand même. Aujourd'hui, ouais, ça se fait. C'est vrai que quand tu entends parler de tout ce qui est slasher, tout ça, ça se fait, ce côté. C'est même, je dirais, bien vu maintenant, quelqu'un qui a cette double activité. Tu dis que c'est quelqu'un de dynamique, motivé, qui en veut. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est recherché. Mais à l'époque, dans le contrat de travail, c'était même noté que tu n'avais pas le droit d'avoir une activité à côté. Ouais. Donc, fallait être full hyper focus sur la boîte. Donc du coup, tes parents pas entrepreneurs, un peu de réticence, etc. Donc j'imagine que les repas de famille, quand tu parlais un petit peu, toi, j'imagine de tes ambitions entrepreneuriales, dans une famille où je pense que c'était plus, fais des études, comme tu l'as dit, fais des études, fais une carrière et voilà, et t'auras un bon salaire.
il y avait peut-être... Ouais, ça gênait, mais après, comme j'avais toujours au début la transition, en fait, ce qui était pas mal, c'est que comme j'ai toujours eu mon job, j'ai eu le temps de les préparer, et même moi de me préparer, tu vois, cette transition, parce que j'étais toujours le responsable chez Novartis, nanana, donc ils étaient fiers de moi et tout, et j'avais cette petite activité à côté. Par contre, le jour où j'ai arrêté Novartis pour me mettre à temps plein sur l'agence automobilière, l'agence de Mulhouse tournait bien, et je voulais ouvrir la deuxième à Colmar, j'ai dit la deuxième, c'est moi qui l'ouvre, je quitte mon job, là, ça a été plus dur. Je me suis dit, mais mon fils, tu fais pas une connerie. Ce qui est normal. Moi-même, je serais père, je dirais, mon fils, il veut faire ça. Voilà. Est-ce que tu fais pas une connerie? Voilà, ouais, là, j'ai le cas de figure actuellement où j'ai mon fiston qui me dit, non, je laisse tout tomber ce que je fais pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Là, pour la peine, il a l'exemple. Ouais. Je vais pas pouvoir lui dire, il a 23 ans, t'es sûr, fais gaffe, parce que moi, j'ai fait pareil, donc. Bien sûr. Et, du coup, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu, disons, on se lance plus facilement, on a moins d'appréhension. Enfin, disons, je veux dire, l'entrepreneuriat, ça s'est démocratisé quand même, surtout les dernières années. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même, soit quand on entreprenait, on disait, t'es fou, ça marchera jamais, attention, c'est des responsabilités. Ah, mais ça, on me l'a dit, hein. Moi, j'avais un ami à mon père qui m'avait dit, mais t'es sûr que tu veux te lancer? Alors je lui dis pourquoi? Alors moi du coup j'avais peur. Il me dit mais parce que cette année c'est la crise, c'est la pire année pour se lancer. Et en fait je me suis rendu compte il y a 20 ans quand je me suis lancé c'était la crise. Et je me suis rendu compte que tous les ans c'est la crise. Et en fait ça change. Moi souvent je dis on a tout eu, hein, la vache folle, le SB, la fièvre afteuse, les gilets jaunes, les bonnets rouges. Tous les gens il y a une crise, il y a une nouvelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit tout ce qu'on veut, économique, machin, il y a toujours une crise. Et en fin de compte il n'y a jamais de vrai bon moment pour se lancer, mais à un moment, il faut y aller. Il faut savoir juste qu'on vit dans un monde qui bouge, et puis c'est tout. Hein. Et du coup, c'est sûr. Et est-ce que entreprendre, c'est pas justement d'être en capacité de naviguer en période de crise? C'est parce que finalement, c'est ça. Un entrepreneur prend des risques. C'est le principe de l'entrepreneur. Et du coup, prendre un risque, c'est dire, je me lance, alors que a priori, autour de moi, on n'arrête pas de me dire, c'est la crise, n'y va surtout pas, etc. C'est difficile. Donc, ouais, moi, l'entrepreneur, c'est un petit peu comme le capitaine d'un navire, ou alors moi, j'aime bien prendre l'exemple aussi des Vikings. Tu sais, c'est le chef de village, il a la tête de son dracard, et il y a ses guerriers, c'est les gens du village, et ainsi de suite et tout, et puis il doit mener le truc à travers la tempête. Des fois, il y a une mer lisse, des fois, il y a la tempête, machin, tout, mais il est là pour faire avancer le dracard, et puis c'est parti. Hein. Être entrepreneur, c'est ça. Hein. Il y croit. Et voilà, ou comme dans le foot, des fois, t'as l'entraîneur, et puis t'as les gens sur le terrain, et puis des fois, l'entraîneur n'est pas le meilleur joueur, et le meilleur joueur ne sera pas forcément le meilleur entraîneur, mais chacun a son rôle. Exactement. Et le chef d'entreprise, c'est ça, c'est de faire que l'entreprise marche bien. Et des fois, je me rends compte, on me dit, ah tiens, le marché de l'occasion, le machin, je peux donner des infos. Ou quand j'ai un ami qui vient, il me dit, tiens, tu t'occupes de mettre en vente ma voiture? Je fais, non, c'est pas moi, ça va être Yannick, ça va être Axel, ça va être Thomas, ça va être Théo. J'ai dit, je serai là à côté de toi, mais je ne sais plus faire. Il me dit, comment ça, tu sais plus faire? Je dis, non, je sais plus les outils, les partenariats, les dernières choses, faire un financement, une garantie. Je ne sais plus faire tout ça. C'est plus mon rôle. Maintenant, mon rôle, c'est que d'autres sachent le faire et que ça se passe bien, quoi. Mais Et du coup, tu as eu un parcours scolaire, j'ai envie de dire, exemplaire, maths sup, maths spé, enfin, c'est des trucs quand même assez costauds. Est-ce que tu étais bon élève? Alors, j'ai eu des facilités, il faut dire ce qui est. Je pense que j'ai jamais été vraiment bon élève, mais j'ai eu des facilités. C'est-à-dire que si quelque chose m'intéresse, je me mets à fond dedans. Je me suis toujours intéressé aux mathématiques, j'ai toujours adoré les maths. Les matières plus genre français, histoire, géo, ça j'aimais moins. Je m'y suis intéressé sur le tard. La philo, j'avais horreur de ça. Et maintenant j'adore ça. Je pense que j'étais juste pas mûr à l'époque pour m'intéresser à ça. Maintenant je lis beaucoup, à l'époque je lisais pas. Maintenant je dois lire 3-4 bouquins par mois, un par semaine à peu près, mais j'adore ça. Avant, voilà. Mais ouais, j'étais pas forcément bon élève, mais je pense que j'arrive à réfléchir rapidement. C'est-à-dire, j'aime pas réviser, j'apprenais pas mes leçons, mais quand j'avais un problème, essayer de le résoudre sur place, ça j'aime bien, quoi. Donc c'est ça, mais après... Et tu penses que les études que tu as suivies t'ont servi plus tard dans ta vie d'entrepreneur, ou est-ce que voilà, tu t'en serais passé, ou est-ce que tu aurais pu commencer avant ou déjà les études, j'ai aimé. Parce qu'en fait, les études, tu passes un bon moment, tu te fais des potes, t'as des fêtes en tant qu'étudiant. Moi, mes enfants, je leur conseille de faire des études parce que, je veux dire, c'est une étape de la vie. Je trouve que c'est une étape de la vie cool. C'est un super moment d'insouciance où, comme dit, tu fais de la fête, tu fais des potes, tu te construis. Donc je pense que c'est important pour ça. Et la chimie, c'était sympa parce que la chimie, c'est la science de la vie. Et en fin de compte, si tu comprends la chimie, tu peux tout comprendre.
avec la chimie, tu comprends l'électricité, tu comprends les matériaux, tu comprends tout. Tu comprends le corps humain, en fait, parce que tout est chimie. Tout peut se résoudre à de l'énergie, à des atomes. Donc ça m'a donné cette capacité à réfléchir aussi. Et finalement, ça m'a nourri et ça me permet de comprendre plein d'autres choses, même si je les utilise pas, je les comprends. C'est pas mal déjà. C'est clair. Écoute, super. Alors, on a comme ça évoqué un petit peu depuis qu'on discute voiture d'occasion, comment vendre une voiture. Maintenant, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a déjà amené de la chimie à ce que tu fais maintenant, et nous parler un petit peu plus de l'activité que tu as aujourd'hui. Alors pour commencer, pourquoi j'ai démarré l'agence automobilière, c'est parce que je voulais d'abord prendre un garage traditionnel. Et je me rendais compte que c'était trop cher, que les frais de structure étaient énormes déjà il y a 20 ans. Je veux dire, le loyer, c'est des grands halls qu'il faut chauffer l'hiver, qu'il faut climatiser l'été. Quand tu vois ce que ça coûte de chauffer une maison, t'imagines chauffer un hall qui fait 7 mètres de haut, tout vitré, avec les portes qui s'ouvrent tout le temps. Enfin, c'est des sommes colossales. Les salariés, le stock qu'il faut acheter, qui se déprécie, les frais liés au stock. Enfin, quand je voyais un bilan d'un garage, quand je voyais ce qu'il fallait mettre comme argent sur la table et ce qu'il y avait à gagner, je me dis mais c'est pas possible. Il doit y avoir un moyen plus simple. Et c'est comme ça vraiment en cherchant le minimum marketing requis, j'ai fait. Quand j'étais chez Novartis, Novartis m'a payé un MBA. Donc ça, c'est la bonne chose, avec finance et stratégie. Et on m'a toujours appris à chercher, pendant ces études-là, qui me manquaient, le minimum marketing requis. Et le minimum marketing requis, j'ai ôté tout ce qu'il fallait ôter au garage, au commerce traditionnel de l'auto. Et ça a donné l'agence automobilière. Parce que, si je me permets juste de te couper, pour ceux qui ne connaissent pas l'agence automobilière, déjà, on peut dire que tu as inventé le principe du mandataire automobile. C'est quand même assez incroyable, parce que ça n'existait pas avant. Et du coup, on peut dire que c'est la V2 du garage traditionnel. C'est ça, c'est la version améliorée qui fonctionne bien, avec moins de pertes et plus optimisée. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'idée que je cherchais un nom, comment je pourrais faire de la transaction de voiture de particulier à particulier, que je cherchais, j'étais sur du troc automobile, mais je trouvais ça trop péjoratif. Et à un moment, je me dis, tiens, si je faisais comme une agence immobilière, mais pour les autos, et que j'appellerais ça l'agence automobilière. Et je tape sur Google, il y a 20 ans, agence automobilière, et je vois 0 réponse. Et c'est là que je me dis, oh là là, il y a un truc, personne n'y a pensé. Et comment fonctionne une agence immobilière? Mais au début, tu as un état des lieux de l'appartement, mais cet état des lieux, on peut le faire pour une voiture. On va regarder est-ce qu'elle a été révisée, est-ce qu'il y a des griffes, des bosses, les équipements. Donc on fait l'état des lieux de la voiture. Après, dans une agence immobilière, tu fais un bon de visite pour sécuriser la visite. Nous, on sécurise l'essai avec un bon de visite. On va noter les coordonnées de la personne qui vient, pièce d'identité, permis de conduire, heure de départ, heure d'arrivée. Donc on sécurise avec un bon de visite. Et derrière, on fait un compromis de vente où ça permet de réserver la voiture, comme on réserve une maison. Et le vendeur sait que la voiture est vendue, qu'il devra peut-être la ramener dans une semaine. L'acheteur sait qu'il l'a réservée, qu'il peut l'acheter, il peut vendre son ancienne, il peut faire son financement. Donc d'ailleurs, on fait les financements, on fait les garanties, on s'occupe des services car grise, on fait la même chose que dans un garage. Mais à aucun moment, on achète la voiture, on ne la stocke, on ne la finance. Et là où un garage prend à peu près 3 500 € pour vivre, et nous, on essaie de faire gagner un tiers au vendeur, un tiers à l'acheteur, un tiers pour nous. Et c'est ce qui plaît. Donc en plus, on fait gagner de l'argent. On a un meilleur service, on fait gagner de l'argent. Et chez nous, vendeurs et acheteurs se rencontrent. Souvent, tu as dupliqué le principe de l'agence immobilière sur l'automobile, en fait. Exactement. Voilà, exactement. Et avant, j'avais une passion qui était l'automobile. Et depuis que je fais ce métier, j'ai une nouvelle passion qui sont les gens. Et c'est aussi, quand je te parlais des livres, maintenant je lis plus, je m'intéresse plus à la philo, mais c'est grâce à cette passion des gens que j'avais pas avant. Moi, j'étais matheux, quoi. Et en fin de compte, tu te rends compte que quand les gens ils viennent avec leur voiture, ils te racontent leur histoire. Ils te racontent ce qu'ils ont fait avec la voiture, où ils étaient en vacances, pourquoi ils la changent, parce que les enfants ont grandi, ou parce qu'ils ont une voiture de fonction, ou parce que ci, parce que ça. Donc en fin de compte, tu rentres dans la vie des gens. Acheteurs, vendeurs, eux aussi font connaissance, souvent sympathisent. Ça fait partie de la transmission. Le vendeur est super content de savoir à qui c'est qui va continuer la durée de vie de la voiture. L'acheteur est super content de voir à qui il l'achète, parce que moi, souvent, je dis, moi, c'est pas une voiture d'occasion que j'achète, c'est l'ancien propriétaire. Moi, les voitures reconditionnées, c'est comme les téléphones reconditionnés. Moi, j'achète pas. Une voiture qu'on a repeint, on a repeint les jantes, on a mis un sambon à l'intérieur, on a shampooiné à l'intérieur et on te met 12 mois de garantie, mais tu sais pas dans quel état elle était avant. Moi, ça m'intéresse pas, moi. Moi, je veux la voir avant, qu'elle soit repeinte, dans l'état, et je veux voir l'ancien propriétaire, quoi.
Et en fait, toi, tu agis en tiers de confiance, quoi. Exactement. Donc, en fait, ouais. c'est ça qui est intéressant dans ton business, c'est que en fait, tu es le lien entre le vendeur et l'acheteur, Ouais. et tu favorises un petit peu. Enfin, déjà, tu favorises le lien, tu crées le lien qui n'existe pas forcément, et tu le sécurises. Oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu t'es dit, tiens, il y avait de la friction entre un particulier qui voulait vendre son véhicule et un acheteur qui voulait acheter un véhicule d'occasion. Bah, surtout dans l'automobile. Je veux dire, l'automobile, c'est un petit peu connu pour être C'est un vendeur de bagnole, Voilà. quoi. Donc ça le fait pas. Et c'est vrai que depuis en 2021, quand on a changé, on a refondu notre logo et on a fait notre introduction en bourse, on a changé notre signature, on a mis Entre gens honnêtes. Avant, on mettait les numéros 1 pour acheter ou vendre votre auto en toute tranquillité. C'était trop long, quoi. Et puis après, on a commencé à avoir des copieurs. Ils disent tous numéro 1. Donc on s'est dit, on va mettre un truc vraiment qui nous est propre, le Entre gens honnêtes. On a fait une étude parmi nos clients et on leur a demandé, on a maintenant plus de 200 000 clients, pourquoi ils viennent chez nous. En 1, ils nous ont dit pour la relation clientèle et en 2, pour l'honnêteté. Donc c'est nos clients qui nous ont dit ça. On s'est dit, waouh, là il y a un truc à faire. On va miser tout à fond sur l'honnêteté. C'est vrai que ça fait partie de nos valeurs de recrutement. On veut que des gens honnêtes. On veut pas des requins, on veut pas des loups qui veulent qui ont juste après ton argent, quoi. Et c'est vrai que c'est ça la grosse différence. Et c'est ce qui plaît à nos clients et qui fait qu'on a aujourd'hui 98,5% de taux de recommandation, acheteurs comme vendeurs. Et nous, c'est vraiment ça, quoi. Et je pense que là, on se démarque de l'automobile. Ok. Enfin, de la vente classique, quoi, automobile, à marchand et tout ça. En tout cas, c'est sûr que c'est un bon business. Moi, j'ai appris à les connaître suite à notre rencontre, etc. Et du coup, tu t'as parlé d'une agence à Mulhouse, quand tu t'es lancé et que tu as quitté le salariat, tu as ouvert une deuxième agence à Colmar. Ouais. Et là, aujourd'hui, on est 20 ans plus tard. On est à plus de 100 agences, on a 118 agences, on est présent en France, on est présent dans quelques pays limitrophes à l'étranger. Okay. Mais l'objectif, c'est vraiment maintenant de développer la France plus, qui est vraiment notre cœur de cible, de développer les agences aussi, plus forcément le nombre de points de vente, parce que maintenant on est un réseau mature, on a plus de 20 ans. Cette année, ça fait plusieurs années qu'on renouvelle beaucoup, parce qu'on a beaucoup d'agences, mais les dirigeants partent à la retraite. Donc on a de la transmission, et c'est là que tu te rends compte, quand je te disais, j'ai commencé, j'avais 30 ans, j'en ai 50, on a beaucoup de gérants d'agences qui ont démarré parce que ils avaient une cinquantaine d'années, ils en avaient marre de leur boulot, trop de pression, ou ils voulaient faire un truc qui leur plaît, la bagnole c'est leur truc, ils se sont lancés. Mais ils avaient 50, maintenant ils ont entre 60 et 65, donc ils transmettent, quoi. Et donc on a pas mal de passations des jeunes qui reprennent des agences, qui ont entre 20 et 30 ans, qui reprennent des agences, donc du coup c'est sympa de voir cette histoire aussi, quoi. Donc de 2 agences à plus de 100 agences en 20 ans, ça fait du boulot. Oui. Pour toi, c'est quoi qui a fait ce succès? Parce qu'on peut dire que c'est un succès quand même, l'agence Nouvelle, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour toi, c'est quoi s'il y avait une chose que tu peux retenir comme étant le petit truc, la petite clé qui a permis de... Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut énormément travailler. Ça, c'est sûr, il n'y a pas le choix. Et puis après, garder son objectif. Même si au départ, moi dans ma tête, je voulais franchiser et je m'étais dit au bout de 5 ans, je veux 100 agences. C'était mon objectif. J'ai passé les 100 agences au bout de 17 ans. Okay. C'est moins parce qu'en fin de compte, j'avais aussi un autre objectif, c'était de faire les choses bien. C'est-à-dire qu'on aurait pu très vite aller très vite. Mais j'ai une autre expression qui dit avant de savoir courir, il faut apprendre à marcher. Et je me suis rendu compte que d'apprendre à marcher était très long. De comprendre les secrets du métier, le secret de l'entrepreneuriat, les choses qui changent, et faire bien. Parce que dupliquer très vite un truc qui n'est pas optimisé, c'est juste dupliquer les problèmes. Ce que tu dis, ça va à contre-courant de ce qui se pratique aujourd'hui. On veut que tout aille très vite. On parle de scale, etc. Monter à l'échelle le plus vite possible. Et c'est vrai que moi, je te rejoins pas mal là-dessus. Il y a quelques années, j'étais comme ça, des très ambitieux, avec des objectifs absolument incroyables, très souvent intenables. On veut aller très vite, donc on sait qu'on va faire un peu des choses mal, on va accumuler un peu de dettes techniques, dettes de fonctionnement, etc. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il y a un moment donné, on se prend tout dans la tronche, quoi. Donc, j'ai beaucoup évolué sur le sujet. Aujourd'hui, je suis plus entrepreneur sur le temps long. J'essaie de mettre des objectifs plus longs et surtout, une croissance saine et durable, c'est pas une croissance extrême. Une croissance extrême, à un moment donné, ça pète. Ça merde. Quand tu tires trop sur l'élastique, ça pète. Et moi, j'ai appris 2 choses avec le temps. La première, si des choses à partager, quand tu disais, tiens, qu'est-ce que tu peux faire partager, c'est qu'un entrepreneur, c'est pas un coureur de sprint, c'est un marathonien.
C'est-à-dire, ça sert à rien d'aller vite ou très vite ou d'être le plus rapide aux 100 mètres. Non, il va falloir tenir la distance et ça va être très long. Exactement. Donc, ça, c'est une chose. Tu vois bien, 17 ans pour faire 100 avance, t'avais prévu 5. Ouais, c'est ça. Et encore, je m'étais dit, pas trop vite, 5, ça devrait le faire. Ouais, non, ça le fait pas du tout, quoi. Et une autre chose que j'ai appris aussi, c'est en regardant la nature, j'aime bien regarder l'existant autour de toi, c'est que plus les choses sont dures et solides, plus elles ont pris du temps. Si par exemple tu prends 2 essences d'arbres, entre un arbre qui va pousser vite, comme un sapin, et un arbre qui va pousser très lentement comme un chêne, le chêne ça va être un bois dur, très costaud, avec des poutres plus fortes et tout que le sapin. Mais il va peut-être mettre 5 fois plus de temps à pousser qu'un sapin. Et bien c'est à cause de ça, c'est parce que le chêne il se construit lentement qu'il est tellement costaud, quoi. C'est un bon parallèle. Oui. Un bon parallèle. Et ça, c'est des choses on les oublie parce qu'on veut toujours que ça aille vite. Mais si tu vas vite, t'auras une charpente en sapin, quoi. Si tu vas doucement, t'as une charpente en chêne, quoi. Donc c'est toi qui choisis la charpente que tu veux. Alors peut-être que dans certains cas, la charpente en sapin, ça suffit. Mais on a envie de dire, dans le monde dans lequel on évolue, on parlait de tous les ans, il y a autre chose, que tu l'as dit, des crises, mais on est quand même sur une accélération de ces phénomènes parce que tout va plus vite. On se rend compte que notre société et les entreprises doivent être beaucoup plus agiles. Et si on prend rien que, par exemple, l'intelligence artificielle, à quel point ça a bousculé un petit peu nos manières de travailler. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux avoir une bonne charpente en chêne pour supporter ces aléas, on va dire, d'entrepreneurs. J'aime bien, je note ce parallèle, il est excellent. J'ai une question qui me vient, c'est si tu n'avais pas été entrepreneur, probablement que tu aurais été chimiste, si on peut imaginer, mais peut-être que tu as une autre idée, peut-être que, je sais pas, si tu n'avais pas entrepris au final, qu'est-ce que tu aurais fait? Voilà, tu as commencé dans la chimie, ton premier job c'était dans la chimie. Est-ce que si tu n'avais pas entrepris, tu aurais fait autre chose? Alors, je pense que je suis curieux. Et je pense que je suis créatif aussi. Je l'ai appris sur le tas. C'est-à-dire que je suis un peu touche à tout. J'aime bien faire plein de choses. Quand j'étais à l'armée, avant je te parlais de mon armée, je m'emmerdais très vite parce que le soir, j'étais dans une garnison, enfin un centre de recherche près de Paris. Le soir, je m'emmerdais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je prenais le train pour tous les jours, toute fin de semaine, prendre le train pour retourner en Alsace pour voir ma copine de l'époque qui est devenue ma femme entre-temps. Hein, donc et en passant par la gare, pas loin de la gare de l'Est, il y avait le marché Saint-Pierre. Donc, j'allais voir les étoffes, les machins, tout ça. Donc, j'ai commencé à acheter du tissu. J'ai acheté une machine à coudre. Je me rappelais avec des journaux, je commençais à faire des patrons et tout. Et je lui ai fait des robes, des vestes et des choses comme ça. Donc, pendant l'armée, je me suis improvisé couturier. Et même ma belle-mère, à qui j'avais demandé quelques conseils, elle était couturière de métier, elle me disait « Oh, t'arrives bien à faire, t'as réussi à faire ça, comment t'as fait » et tout. Moi, je dis « J'ai regardé sur des vêtements à moi, j'ai étudié comment c'était fait, je fais pareil. » Et donc, j'aurais pu me lancer dans la couture, mais ma vraie passion, c'est l'automobile. Mais à côté de ça, j'adore dessiner aussi. J'avais un pote qui faisait des cafetières et qui m'a dit, il voyait que je dessinais, il me dit « Tu veux pas me dessiner quelques modèles de cafetières, des cafetières électriques et tout ça ?» Je dis « Ah si tu veux. » Je vais dessiner des cafetières, des interrupteurs. Moi, j'ai ce côté... donc, je pense que j'aurais créé quelque chose. J'ai ce besoin de créer. T'aurais pu faire d'autres jobs dans le créatif. Donc, effectivement, t'aurais pu être designer ou... peut-être, ou styliste. Mais alors, j'ai fait des choses. C'est-à-dire que dans ma maison, l'extension que j'ai fait, les choses comme ça, je les ai dessinées. Quand le charpentier est arrivé, on parlait de charpente avant, il m'a dit « Mais t'as tout mis en place, les poutres du bon diamètre sur les planches. » Je dis « Oui, moi, quand je fais les choses, j'avais prévu les réservations pour les arrivées d'eau, les branchements électriques, et tous les trucs. » Il me dit « Mais t'es du métier ?» Je fais « Non, mais je me suis intéressé. » Tu t'y intéresses, tu sais faire. Et il m'a dit, t'as fait le plan comme si j'avais dû le faire. Je dis, bah oui, mais il me dit, en général, les clients ne font pas le plan, c'est moi qui le fais. Ça fait partie des choses. Ok. Ok, excellent. Donc, en tout cas, tu serais probablement pas resté dans la chimie. Non. Trop curieux. Non, je pense que j'aurais évolué. Ou alors, j'aurais inventé un nouveau plastique, ou alors... Dans ma cave, j'ai une paillasse de chimie. J'avais déjà fait des tests sur des plastiques, sur des choses comme ça, de reconstituer des. J'avais à un moment un projet dans les protéines. Moi, j'aime créer en fait. Donc le support m'importe peu. Alors c'est vrai que avec l'agence automobilière, j'ai créé un truc qui aujourd'hui me nourrit, qui est grand. J'ai des gens qui y participent. Tu vois, il y a plus d'une centaine d'agences. Il y a 730 personnes connectées qui travaillent dans les agences. Donc j'ai un petit peu ce besoin de les aider, tu vois, je suis leur père, tu vois, je dois les porter, je peux pas dire maintenant c'est bon, le projet il est fait, je passe au projet suivant. Donc ce projet me prend beaucoup de temps et c'est un besoin, je veux dire, j'ai fait ce gros projet, tu vois. Mais du coup, j'ai moins de temps pour faire des petits projets à côté, mais j'en ai encore. Et puis, j'ai d'autres projets, j'ai 3 fils, j'en ai parlé rapidement, mais j'ai 3 fils.
3 fils, une famille, je veux dire, c'est aussi des projets qui prennent du temps et qui sont les plus belles des entreprises. C'est une fierté incroyable d'aider ses enfants, quoi. Voilà. Et puis les autres entreprises qu'on fait. J'ai encore rapidement, parce qu'on est dans l'éducation, on a lancé en septembre l'année dernière, une école, l'école GT24, là, en septembre là. Et on va recruter la deuxième promo. C'est un truc incroyable. Notre propre école de vente, nos locaux, voir des jeunes qui sont présents parmi nous. Donc j'ai toujours ça, tu vois. Les projets, ça me plaît. Là maintenant, tu glisses un peu à la transmission. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense. Transmettre un peu ce que tu sais. C'est intéressant. Est-ce que quand on devient entrepreneur, parfois on a un modèle, un mentor ou quelque chose comme ça. Est-ce que toi, tu as eu un modèle comme ça où tu t'es dit, tiens, cette personne, la manière dont elle entreprend ou ces personnes, c'est mes modèles, j'ai envie d'aller vers là. Alors, j'ai dans mon téléphone un petit Hall of Fame avec différents modèles, tu vois, donc je vais pas te les citer, les 10 ou 15 que j'ai, et des fois quand je rencontre quelqu'un de bien, ou quand je lis un bouquin de quelqu'un, je me le rajoute dans mon Hall of Fame et je dis pourquoi. Mais si je devais en citer un, et un seul, je dirais Steve Jobs. Et alors que c'est assez rigolo, Steve Jobs, au début, je n'avais pas d'iPhone. J'étais anti-iPhone. Tous mes potes avaient des iPhones et puis moi je voyais ça comme le symbole de j'ai du pognon, je me la pète, j'ai un iPhone et donc je ne voulais pas ça. Et à l'époque j'avais un Sony parce que le Sony, t'avais un objectif Carl Zeiss dedans, t'avais un flash, un vrai flash et puis pas une LED, machin tout. Je dis ça c'est la classe. Mais au bout d'un moment je voyais quand même que l'iPhone prenait des meilleures photos donc ça m'énervait alors que techniquement le Sony devait être meilleur. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu la biographie de Steve Jobs. Que je conseille à tout le monde. Et donc là, j'ai appris que le gars était complètement matraqué, c'était un tyran, c'était un gars pas facile à vivre, mais c'est d'un autre côté un gars qui était génial et que j'aurais aimé rencontrer. Et un gars plein de paradoxes. Et d'ailleurs, la phrase Apple, c'est think different, penser différemment. Et celle-là, elle est fantastique. En deux mots, il a tout dit. Il a tout dit avec le think different. C'est ce qui rend sa marque singulière. Et donc, du coup, j'ai acheté un iPhone. Et depuis, je n'ai plus que des iPhones. Mais pas parce que tout le monde en a, mais parce que c'était un choix. J'ai décidé et j'ai compris. J'ai compris son côté. Et donc, Steve Jobs, voilà. C'est le fait think different. C'est ce qui m'habite tout le temps. C'est assez marrant parce que le slogan d'Apple, Think Different, c'est drôle parce que c'était pour signifier notre singularité. Et au final, aujourd'hui, les produits Apple sont devenus des produits de masse. On n'est plus du tout singulier en ayant un iPhone. C'est au contraire, le fait de ne pas en avoir qui nous rend singulier. Oui, c'est ça. Non, ça, t'as pas d'iPhone, t'as un problème, toi. Mais moi, disons, l'histoire d'Apple, elle est incroyable. Et cette marque, elle est incroyable. C'est la boîte la plus rentable de l'histoire. Donc, oui, c'est phénoménal. Et après, c'est vrai que Jobs était, je crois, un manager assez compliqué. Oui. Apparemment, et une personne assez compliquée. Si t'as pas lu sa biographie, tu devrais la lire. Et des fois, tu te dis, il n'était pas facile. Est-ce qu'on peut refaire ça encore aujourd'hui? En France, non. En France, non. Mais, c'est sûr. Mais même déjà à l'époque, je suis pas sûr que ça se faisait, quoi. Ce qu'il faisait. Donc du coup, à ce moment-là, c'est quand tu voulais entreprendre. Enfin, c'était un de tes mentors. Enfin, Et ça l'est toujours. Ok, excellent. Entreprendre, ça nécessite un certain nombre de qualités. On l'a dit, tu as pris l'exemple du capitaine du bateau, etc. Mais s'il fallait avoir une qualité, ce serait laquelle pour toi, pour entreprendre? Pour entreprendre ou pour réussir? Excellente question. Déjà pour entreprendre et après pour réussir. D'accord. C'est vrai que c'est peut-être pas... c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Pour entreprendre, je pense qu'il faut une petite dose de folie ou de motivation. Il faut un moteur. C'est ça en fait. Il faut un moteur. Il faut que tu aies quelque chose en toi qui te donne envie de le faire et que tu ne trouves pas ailleurs. Et je pense que ça, tu l'as en toi ou tu l'as pas. Il faut pas entreprendre pour les mauvaises raisons. Des gens qui veulent entreprendre pour gagner de l'argent, c'est pas une bonne raison. Il faut entreprendre parce qu'il y a un truc en toi qui te dit je veux faire ça, quoi. J'ai envie d'être indépendant. En fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est indépendant. Il faut avoir cette envie d'indépendance. Je pense c'est ça. Je pense que c'est le moteur. Ouais, c'est ça, c'est cette volonté de faire soi-même, d'être indépendant. Je pense que ça c'est le moteur. Et après, c'est pas parce que tu entreprends et que tu as ce moteur machin que tu vas réussir. Ça c'est un autre truc. Et la réussite. Alors ça pourrait être, c'est un de mes mentors aussi, donc je vais en citer un deuxième, tu vois, et qui m'a appris énormément, parce que autant j'ai un grand-fils qui lui est dans l'automobile, qui est fan de voitures, qui actuellement travaille chez Bugatti, donc à 23 ans c'est quand même un truc de fou. J'ai mon deuxième qui lui est fan de foot.
Et il veut faire joueur de foot professionnel. Il a 19 ans, il est à fond là-dedans, il est brillant dans ses études, mais il veut plus faire d'études, il veut se concentrer sur le foot. Et j'ai eu la chance de rencontrer Arsène Wenger, qui est alsacien aussi, qui a entraîné pendant 21 ans Arsenal, une des meilleures équipes au monde, en Angleterre. Pour qu'un Français entraîne une équipe anglaise pendant 21 ans, c'est que le gars, il est exceptionnel. Ouais. Et donc je l'ai rencontré et je lui ai dit, comment on reconnaît un futur joueur de foot pro? Parce que je veux dire, mon gamin à l'époque, il devait avoir 13 ans, j'ai dit, il veut faire joueur de foot pro, mais comment, qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité et tout ça? Et en fait, je me suis rendu compte que la réponse qu'il m'a donnée est la même qu'il faut dans la vie et dans l'entrepreneuriat, dans tout. Cette qualité, c'est la clé de la réussite. Et il m'a dit, de toute façon, chez nous, à Arsenal, pour entrer au centre d'Arsenal, il faut déjà être parmi les meilleurs, ça c'est sûr. Et il dit, et puis, mais sur tous ces joueurs, il y en a un, voire deux seulement, qui joueront à Arsenal et qui finiront pro. Alors, je dis, quand même, c'est pas beaucoup. Hein. Et je dis, et comment on le reconnaît? Parce que c'est quoi? C'est le plus grand, le plus rapide, le meilleur dribbleur. Il fait, non, le plus fort, le plus intelligent. Je dis, non, rien de tout ça. Hein. Il fait, parce qu'ils sont tous très bons. Et il dit, mais par contre, ils ont tous des problèmes et des machins. Il fait, celui qui va réussir, c'est le plus tenace. Et le vrai secret, c'est ça, c'est la ténacité. Il me dit, ils vont tous avoir des blessures, des maladies, pas s'entendre avec le coach, une mauvaise période, des coups de malchance, des machins. Tous, ils vont tous avoir ça. Il dit, mais il y en a un dans le tas. Et il dit, et souvent, c'est pas le meilleur. Hein. Mais il ne l'a jamais, il l'a jamais. Le gars, il est à terre, mais il se relève, quoi. C'est celui-là qui réussit. Exact. Et je me rends compte que dans la vie, c'est pareil. Dernièrement, je discutais avec un de nos franchisés, qui me disait son agence tourne bien, ça fonctionne bien et tout, ça doit faire 8-10 ans qu'il a ouvert l'agence. Et il me dit, à la 3e année, il me dit, j'ai failli abandonner. C'était compliqué, ça n'allait pas, on gagnait pas d'argent et tout, c'était dur et tout. Je dis ouais et tout, et je dis mais je voulais pas lâcher et tout. Il dit puis maintenant, je dis waouh, ça tourne et tout. Il me dit j'aurais fait une connerie énorme en lâchant. Mais sauf que t'es au début, t'es dans le dur, tu te rends pas compte. Et il faut pas lâcher. Et c'est comme ça que tu réussis. Parce que dans la vie, il y a rien qui est facile. Hein. Le gars qui dit ça m'est tombé tout cuit dans le bec, ça n'existe pas. Donc c'est pour faire des vues sur YouTube, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Donc pour être entrepreneur, pour entreprendre, pour passer le cap, faut être animé par la flamme de l'entrepreneuriat. Faut qu'il y ait quelque chose en nous, ça je suis assez d'accord avec toi. Il faut qu'on ait un truc qui nous motive à le faire, quoi. C'est-à-dire, parce qu'entreprendre, c'est... il faut que la motivation elle vienne de toi, pas de quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas ton père qui doit dire mon fils, ouvre une boîte, ou non, c'est pas comme ça que ça va. Et l'argent, ça suffit pas, et c'est même un mauvais moteur, parce que entreprendre pour faire de l'argent, c'est pas le bon calcul. Parce que si on n'est pas tenace, comme tu le dis si bien, en 6 mois ou 1 an, on est foutu et ruiné. Quoi. Donc, mais ok, donc la ténacité pour qualité du succès, je suis assez d'accord aussi, parce que on voit, moi j'entreprends depuis que j'ai 19 ans, maintenant j'ai 38 ans, donc ça commence à faire un petit temps. T'as doublé. Ouais, c'est ça. J'ai doublé, ouais. Mais effectivement, quand je vois les différentes étapes par lesquelles je suis passé, des grands succès, des échecs, des moments de doute, des moments plus compliqués, si on n'est pas tenace, on lâche l'affaire très vite, quoi. Ouais. Effectivement. Et puis c'est à toi de l'être, hein. C'est pas les autres qui vont être tenaces pour toi. Hein. Non, parce que quand t'es dans la merde, t'es quand même tout seul. Hein. Ah oui, on est d'accord. Ça, c'est vrai que c'est un sujet. Entreprendre, c'est s'entourer, mais au final, on est seul quand on est entrepreneur. Oui, tu peux avoir des associés, tu peux avoir une équipe, tu as tout ça, mais à la fin, la décision merdique, c'est quand même à toi de la prendre. Ouais, on est d'accord. Surtout quand t'es la source d'un business. J'ai lu un super bouquin qui s'appelle La Source, d'ailleurs, c'est un livre sur le management. J'ai plus l'auteur, je le mettrai en commentaire du podcast, mais c'est très intéressant et il parle de cette notion de source. Il dit que quand tu lances un business, t'es la source tant que tu l'as pas transmise. Par conséquent, t'es responsable d'un certain nombre de choses et chaque fois qu'il y a une merde, au final, quand t'es entrepreneur et que t'es la source de ton business, ça revient chez toi, cette décision. Et le stress et tout ce qu'on peut imaginer. Et tant que t'as pas donné cette source à quelqu'un et que t'es parti, tu peux toujours rester finalement dans l'écosystème de ta boîte, mais plus en tant que source, tu as cette responsabilité. Et c'est ce qui cause un certain nombre de nuits blanches ou de stress particulier. On en reparlera un petit peu après. Et du coup, c'est quoi la journée type de Christophe Winkelmüller, voilà, on va dire big boss de l'agence automobilière, avec plus de 100 agences Alors, si tu as une journée type, c'est, comment dire, elles sont toutes différentes parce que maintenant j'ai un niveau où je m'occupe plus des nouveaux projets, tu vois. J'ai la chance d'avoir mis une organisation en place avec un directeur général qui gère l'opérationnel. Donc moi, je m'occupe de tous les nouveaux projets. Alors, une journée type, je peux pas te dire, mais je peux te dire par exemple la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a commencé par un entretien d'évaluation de la personne qui gère les projets chez nous. Alors, j'ai plus de personne en direct à part un qui est lui.
Après, ben, il y a la venue au podcast là. Alors, je passe les coups de fil entre les choses vite à régler, les emails à envoyer, des paiements à valider. Ça fait partie du bruit de fond que tu as tout le temps, quoi. Et puis après manger, ben tu sais pas trop parce que en fonction du temps tout, parce que j'ai une petite entrevue après, j'ai un futur partenaire qui arrive, une super start-up de Strasbourg qui vient, où je pense qu'il y a, comme j'ai aussi un campus à start-up, mais un truc à faire peut-être avec d'autres projets, donc quelque chose à mettre en relation. Après j'ai un autre partenaire qui vient parce qu'on va faire un salon rétromobile à Paris et pour exposer dessus qui vient à 15h. À 16h, je vais voir un chef d'entreprise local qui a une flotte de véhicules à vendre et donc je vais accompagner la personne qui s'occupe des pros avec lui pour le mettre en relation, tu vois. Et à 17h, alors j'ai un autre rendez-vous à 17h, je l'ai zappé celui-là, je sais pas, mais j'ai un autre rendez-vous à 17h, mais de toute façon j'ai tout dans mon téléphone. Et à 19h, je sais que je vais au tournoi de volley ce soir parce qu'il y a les volleyeuses de Mulhouse qui jouent contre Quimper. Et donc là, comme on est partenaire, je vais au volley ce soir et c'est aussi un moment de faire de l'échange avec d'autres chefs d'entreprise. Donc tu vois, c'est une journée qui est... C'est pas une journée type, mais c'est une journée dense. Ben oui, c'est une journée dense et en fin de compte, tu te rends compte que c'est pas une journée type, mais les journées sont souvent comme ça. C'est-à-dire que il y a plein de choses que je casse dedans et je cours tout le temps un petit peu, quoi. T'as pas de rituel ou de choses comme ça, je veux dire, je sais pas, par exemple, tu te dis tiens, le matin, je me réveille avec mon café, je traite des mails ou des choses comme ça. Est-ce que t'as des petits rituels qui te permettent d'avancer ou est-ce que tu gères les choses quand t'es arrivé, tu m'as dit que t'étais pas quelqu'un qui était forcément à préparer. Non, je suis pas très organisé. C'est un peu un de mes défauts. Je suis vraiment dans l'instant, tu vois, dans l'instant présent. En rituel qu'il y a, c'est quand je me lève, j'aime bien regarder Good Morning Business à la télé, tu vois, avoir une petite actu économique plutôt que de regarder les infos où finalement c'est juste un truc, ouais, c'est ça. Déprimant. C'est sûr. C'est dans certaines de déprime. Oui. Et puis c'est le genre d'infos, t'as pas envie de les entendre. Tu te dis ça sert à rien. Tu te dis pourquoi on fait ça, quoi. Donc voilà, on dit encore là, on se fait la liste de tous les trucs qui marchent pas, tu vois. Bon voilà, bon. Et je préfère moi le côté innovation, côté mise en avant de chef d'entreprise. Ça me plaît, tu vois. Ça me nourrit. Et puis non, pas vraiment de rituel. J'ai un rituel, c'est que j'essaie de pas me mettre de rendez-vous le lundi matin. Pour démarrer la semaine sereinement. Alors, ça veut pas dire que je fais pas des choses, parce que du coup, c'est là aussi souvent que je rattrape les choses et que je mets en place. Donc, mon lundi matin, j'essaye. J'essaie de l'avoir de libre. Et pareil, j'essaie de plus me mettre de rendez-vous le samedi. Mais en fait, le samedi, t'as toujours tellement de choses à faire que pas toujours lié à l'agence automobilière, mais aux autres entreprises, à d'autres projets que tu as ou que tu veux faire, ou aller voir un partenaire. Donc c'est plutôt le samedi que je vais caler ça, quoi. T'arrives à garder ton dimanche, à garder une petite bulle le dimanche. Alors comme j'ai les enfants, alors maintenant le deuxième qui joue au foot, le dimanche c'est souvent les matchs de foot. Et le petit qui fait aussi du foot, lui c'est souvent le samedi après-midi. Donc entre le samedi après-midi et le dimanche après-midi, il y a les matchs de foot en famille. Il y a un rituel que j'aime bien aussi le dimanche matin, c'est automoto ou turbo. Me mettre devant la télé, peinard, regarder les dernières nouveautés auto. Ça j'aime bien aussi comme rituel, quoi. Ok. J'aime bien dire qu'on a, quand on est entrepreneur, de manière générale aussi, mais on a 3 temps, on va dire. Notre temps se décompose de 3 gros blocs. On a le temps professionnel qu'on consacre à son entreprise. On a le temps privé qu'on va donner à sa famille, pour des repas de famille, des amis, etc. Et après, il y a le temps personnel. Le temps personnel, c'est celui où on peut partir courir tout seul, ou faire du vélo, ou lire un bouquin. Donc, ces 3 temps-là. Et je suis assez surpris que peu de gens, finalement, consacrent du temps personnel. Ça, c'est marrant. Mais est-ce que toi, comment tu décomposes ces 3 temps? Quelle part tu donnes à ces 3 temps? Et Alors moi, dans mon temps personnel, je vais te dire ce que je fais. Je lis effectivement des livres. Alors sur le rebord de ma fenêtre de mon salon, je dois avoir une vingtaine de livres en attente. C'est là que j'ai mes livres en attente. Parce que des fois, quand je commence un, il m'embête, je laisse une carte de visite dedans, j'attaque l'autre et tout. Donc là, c'est mes livres. Quand de temps en temps, je veux juste me poser et tout, je vais dans mon salon, je me prends un livre, je dis tiens, je prends celui-là, boum, je me pose. Des fois, ça peut être 15-20 minutes. Des fois, c'est entre midi et 2, parce que quand j'ai pas de resto, je rentre vite à la maison, je vais manger quelques restes qui restent dans le frigo, machin tout, et je me pose, je lis un petit peu.
Après, mes vrais temps où je kiffe, c'est quand je bricole mes voitures de collection, parce que j'ai quelques voitures de collection, j'ai un garage où j'ai quelques autos, j'ai ce qu'il faut pour... Et là, ça peut être le week-end. Le soir, pas forcément, parce que des fois, mais ça peut être le week-end, ou des fois, ça peut être même entre midi et 2. J'ai un truc en tête, je me dis, tiens, j'ai compris, ou alors j'ai commandé une pièce, elle vient d'arriver. Je vais vite la monter. Le truc, j'ai vite la monter, et ça, c'est mon truc et tout. C'est pas mal. Et après, j'ai le smile parce que... Mais des fois, j'ai un peu moins le smile parce que, par exemple, hier, entre midi et 2, je devais vite rentrer à la maison. Je me dis, tiens, je prends une vieille auto parce que je l'ai plus fait rouler depuis 2-3 semaines et je suis tombé en panne. Ah oui, entre l'agence et chez moi, c'est 5 km. Et là, j'étais en panne au bord de la route. Ma femme pas dispo parce qu'au travail. Les fistons pas dispo. Je me dis, bon, bah, qui j'appelle? Et là, parmi tous les vendeurs de l'agence pilote, il y a Théo qui est toujours là pour rendre service et tout. J'ai fait... Théo, je suis en panne et tout. Il fait, ah, t'as de la chance, je viens d'arriver chez moi, j'arrive, je prends l'Audi, j'ai une barre, machin tout. Et il m'a remarqué, mais là, tu vois, des fois, tu dis la patience, tu dis, ah, j'aime bien bricoler les belles bagnoles, mais des fois, ça a un côté un peu, ça énerve plus que ça apporte. Mais... C'était quelle voiture? Alors ça, c'est un truc à la con parce que j'ai plutôt des voitures de sport, mais là, alors j'aime les allemandes et j'aime les japonaises. Et là, c'est une japonaise, c'est une vieille Nissan Vanette. C'était à l'époque où ça passait de Datsun à Nissan, donc c'est un genre de mini monospace. Aujourd'hui, on appelle ça des Kaikar et tout, donc c'est un mini monospace japonais qui a 7 places, où la banquette arrière elle est pivotante, donc tu peux te mettre en face à face façon limousine, donc tu peux te mettre en banquette face à banquette à l'arrière. Mais par contre, c'est tout petit, c'est tout machin, moteur central, ça a plus de 40 ans. C'est fun à rouler, bon, c'est pas un truc de fou, mais c'est fun. Et problème d'arrivée d'essence, et puis en panne au bord de la route. Panne d'essence? Non, pas panne d'essence, c'est l'essence n'arrivait plus. Mais je pense que c'est peut-être le filtre colmaté ou le carbu qu'il faut nettoyer. Enfin, voilà. Et ça, on garde en faire ça au bord de la route, quoi. Voilà, et on se dit, tiens, ça c'est un prochain défi pour si j'ai pas de resto. C'est ça, ouais. Ok, du coup, ça fait beaucoup de choses à penser. Tu as un peu parlé de ta journée type qui finalement n'est pas très type, mais un entrepreneur, on a plein de choses en tête. Je pense que tu seras d'accord là-dessus. Tu as parlé de trucs à la con, ça peut paraître anodin, mais genre valider des paiements, des choses comme ça. Moi, je sais que par exemple, j'entreprends dans différents business. Bon, là, on est chez Anei, l'agence de growth marketing, mais après, j'ai d'autres business. J'aime bien toucher un peu à tout, un peu comme toi. Et là, dernièrement, j'ai fait une petite folie qui me donne des cheveux blancs. J'ai racheté un restaurant. C'est probablement pas l'idée du siècle, mais très enrichissant. Mais oui, mais tu l'as pas fait pour l'argent, tu l'as fait pour le plaisir. Non. Si je voulais le faire pour l'argent, j'aurais fait autre chose, hein, sincèrement. Ouais, je l'ai fait parce que, en fait, je me suis toujours. En fait, j'adore la restauration parce que je trouve que c'est là où on va chercher l'expérience client, mais à fond. Tu vois, du moment où la personne, elle va sur ton site internet, qu'elle découvre ce que tu fais, la réservation, tout ça, quand elle arrive, l'accueil et tout, je trouve que on peut pousser l'expérience client à fond, et ça m'intéressait. Et je m'étais toujours dit, tiens, un jour, j'ouvrirai un restaurant. Et il se trouve qu'au lieu d'en ouvrir un de zéro, j'ai racheté une activité j'ai réussi à trouver un deal. Et c'est très très compliqué la restauration. Je recommencerai pas nécessairement l'aventure, mais c'est très enrichissant. Et puis c'est des aventures humaines. Ce qui est cool aussi avec la restauration, c'est que c'est un plaisir primaire. Donc tu touches un des plaisirs qui plaît à tout le monde, c'est de manger, boire, c'est ça, exactement. On aura toujours besoin de manger et de boire. Mais du coup, on a un peu digressé, mais du coup, tu vois, valider un paiement, par exemple, c'est quelque chose, moi, ça fait partie des choses qui sont permanentes la journée. C'est-à-dire qu'on te dit, donne-moi le code de validation pour ce paiement, est-ce que je valide cette facture, etc. Et ça a l'air de rien. Mais en fait, ça nous remplit la tête. Et il y a une notion qu'on connaît, qui est la notion de la charge mentale, on en entend parler, mais un entrepreneur, de mon point de vue, on a une charge mentale qui est monumentale. Oui. Je ne sais pas, toi, ça m'intéresse d'avoir un petit peu ton avis là-dessus. J'étais obligé de passer un peu outre, parce que souvent, quand j'ai des amis, quand je prends mon téléphone, alors, et qu'ils voient le nombre de messages que j'ai en attente, le nombre d'emails non lus et tout, ils me disent, mais c'est sérieux ça? Je dis ouais. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que quand tu es entrepreneur, c'est à peu près une centaine de mails par jour, des appels ou des SMS, je sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet aussi. On parle même pas des messageries WhatsApp et tout ça. Donc, tu es obligé de dire. De toute façon, si je suis en copie, je ne lis même pas. Les WhatsApp et tout, tous les groupes, tu es obligé de vachement, pas mélanger les choses et dire moi je m'occupe de ça et de ça. Sinon, effectivement, tu vis plus, quoi. Et il faut que les personnes comprennent. Alors, des fois, ils peuvent te dire ouais, mais je t'ai informé il y a 1 an ou 2. Je dis non, tu m'as pas informé. Ce genre de choses, je suis là au cas où, mais c'est pas moi. Donc, il faut vraiment donner des rôles.
C'est pas forcément là où je suis le meilleur, mais c'est vrai que sinon tu te fais... Est-ce que tu arrives on va dire, à ouvrir la soupape, hein, pour prendre un petit parallèle automobile, mais en gros, moi je sais que parfois j'en ai plein la tête, quoi, tu vois, j'arrive pas à déconnecter sur un autre truc qui me vient en tête, faut que je pense à faire ci, faut que je pense à faire ça, j'ai une notif, j'ai un machin. C'est très dur, les seuls moments où j'y arrive, c'est des moments que je vais prendre avec mes enfants. Alors, c'est des ados, donc quand j'arrive à passer du temps avec eux, je suis content. Donc je me mets en ne pas déranger. J'essaye de passer un peu de temps avec eux et c'est là où j'arrive à avoir cette bulle où je me déconnecte. Sinon, ça va être quand je cours. Je fais pas mal de courses à pied. Mais sinon, je suis tout le temps en train de penser, même la nuit. Maintenant, je vais te dire quelque chose. À un moment, j'avais essayé de déconnecter pendant les vacances, de dire tiens, je prends 2 semaines de vacances et je serai pas joignable. J'ai essayé il y a 1 an. C'était un stress horrible. Donc depuis, quand je pars en vacances, en général je pars 2 semaines, je dis j'ai mon ordinateur avec moi, vous pouvez m'appeler en cas de problème, je consulterai les emails, et je consulte à peu près 1 jour sur 2 mes emails. On m'appelle pas, parce qu'on sait que je suis en vacances, mais ils savent qu'ils peuvent appeler. Et moi en plus, je sais qu'en cas de gros problème, ils vont m'appeler. Donc du coup, ça a ce côté rassurant, et du coup, je suis beaucoup plus serein. Donc plutôt que de déconnecter, je préfère ne jamais déconnecter, mais par contre, vous m'appelez que si c'est un truc vraiment grave, vous m'appelez pas pour me dire que tout va bien, quoi. Hein. Oui. Et pareil, pour tous les jours, maintenant, on fonctionne comme ça, hein. On m'appelle pas pour me dire ça va bien, quoi. On m'appelle pour me dire, à la limite, s'il y a un problème ou autre, et là, je décroche, sinon, ça va pas, quoi. Hein. Donc tu arrives à driver ta charge mentale. Oui. Okay. Et puis, la chance que j'ai dans mon entreprise, c'est que les agences, on va dire le soir, à 19h maximum, sont toutes fermées. Avant, quand je travaillais chez Novartis et chez Roche, c'était encore pire, c'était en 5-8. Oui. Donc ça ne s'arrêtait jamais. J'avais la nuit, mon record, je me rappelle, le pire c'était chez Roche, mon record d'appel, c'était 7 appels pendant la nuit. Ça a été mon record. Donc on m'appelait tout le temps. Il y avait une ligne directe à l'époque, on n'avait pas de portable, mais ils tapaient le code en direct, ça sonnait chez moi à la maison. Le téléphone sonnait toute la nuit. Je passais des heures, mais j'avais une fois l'équipe du matin, je me rappelle qu'ils disaient « Ah, vous êtes matinal aujourd'hui ?» Je fais « Non, je suis pas encore rentré. » Donc j'avais fait les 24 heures, tu vois, la boucle. Et en fin de compte, j'y allais le samedi, j'y allais le dimanche, je bossais comme un taré, j'étais salarié. La nuit, je grinçais des dents, je dormais plus, un stress de fou. Là maintenant, je suis chef d'entreprise, j'ai moins de stress, tu vois. En comparaison, j'ai fait des métiers tellement durs avant que maintenant, carrément, de me dire, oh, le téléphone qui sonne jusqu'à 19h, la blague, après 19h, le téléphone ne sonne plus, c'est ça que je vois. Le week-end, il ne sonne pas, ou quelquefois le samedi. Donc au final, je trouve que j'ai beaucoup moins de charge qu'avant, tu vois. Et toi, après, bon, ça fait 20 ans maintenant que ta boîte elle est lancée, il y a peut-être une maturité différente sur ta boîte, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des choses qui te tracassent comme ça et que ça t'empêche de dormir ou est-ce que tes nuits sont parfaites? Non. Tu vas te coucher, non, tu peux pas dire que c'est parfait. Il y a toujours des choses qui te tracassent quand tu es chef d'entreprise. Tu veux toujours bien faire les choses, tu veux que tout se passe bien, et ça se passe jamais toujours exactement comme tu as prévu. Donc forcément, c'est un petit côté énervant. Hein. Tu sais, le petit caillou dans la chaussure, là. C'est le petit caillou dans la chaussure, il fait chier. Surtout pendant un marathon. Hein. Alors, pendant un marathon, comme je fais pas de sport, je m'en rends pas compte, mais j'imagine. Mais déjà, dans la vie de tous les jours, le petit caillou, il fait chier. Hein. C'est clair. Donc, forcément, tu as toujours un truc. Et je me suis rendu compte que quand j'ai pas de problème ou de machin comme ça, ainsi de suite et tout, la nuit, c'est pas pour autant que tu dors mieux. Oui, je sais pas si tu as fait gaffe, mais moi, si je suis vraiment en vacances, que je suis bien et tout, ben la nuit, je vais rêver de la journée que j'ai passée, je vais rêver peut-être du film que j'ai regardé à la télé avant de me coucher, mais en fin de compte, ton cerveau, il tourne tout le temps. Donc après, il faut le nourrir. Alors soit il est nourri avec l'entreprise, soit il est nourri avec ce que tu as mangé à midi, soit mais il va se nourrir de quelque chose. Hein. C'est clair. Est-ce que tu as un grand tournant de ta vie entrepreneuriale maintenant 20 ans de l'agence automobilière. Est-ce qu'il y a un grand tournant, un truc qui t'a marqué, tu t'es dit purée, ça c'est le tournant que j'ai initié ou qui a fait la différence ou qui a marqué le truc? Je dirais le premier tournant, c'est au bout de 3-4 ans quand on a ouvert la première franchise indépendante. Parce qu'au début, j'ouvrais en propre. J'en ai ouvert 3 en propre parce que j'avais lu qu'il fallait en ouvrir 2, donc je me dis, s'il faut en ouvrir 2, je vais en faire 3. Et à partir du moment où tu commences à rentrer le premier indépendant qui compte sur toi, machin, tout ça, ça a été un vrai tournant.
Et puis après, des tournants, il y en a plein. Un autre gros tournant, c'est l'introduction en bourse. C'est incroyable. Ouais, je voulais le faire parce que comme toutes les choses, je connaissais pas. Je n'ai jamais acheté de titre en bourse de ma vie ou de fait d'actions et tout. Donc, j'ai toujours pas de carnet pour acheter ou vendre des actions, mais je m'y suis intéressé. Et le fait de se dire, de proposer à mes franchisés d'être actionnaires du franchiseur, ça s'est jamais fait non plus. Donc, une fois de plus, j'ai innové un truc qui n'existait pas. J'ai parlé des journalistes, ils m'ont dit, mais personne n'a fait ça. Mais c'est vrai que l'idée était géniale. J'ai dit oui. Et donc, c'est le genre de choses. Et tu vois, c'est ça. Ouais, je sais pas ce qu'il y a comme tournant. En fait, j'ai l'impression, tu sais, dans la vie, c'est pas tout d'un coup, du jour au lendemain, bam, tu te lèves, t'es différent. Je pense que c'est des évolutions lentes. Tu vois, petit à petit, tu te changes. Et tout d'un coup, t'as changé. Mais ça a pris des semaines, des mois. C'est clair. Je sais pas. Je pensais plus à, tu vois, peut-être une décision que t'as prise qui a vraiment été déterminante. Je sais pas si l'introduction en bourse a été déterminant dans le business, mais aussi le fait d'un coup ne plus ouvrir en propre mais faire franchiser. Est-ce que tu vois quel a été le tournant qui a fait que ton business d'un coup il a pris une autre dimension? Il y a souvent j'avais les tournants, chaque fois que j'ai gagné des tournants ou des étapes, quand j'ai franchi des étapes en y réfléchissant, c'est quand je me suis entouré d'expertise. Je m'explique, par exemple. Quand pour la communication au début, toi tu es dans la com, on faisait des cartes de visite nous-mêmes. Donc j'avais un modèle sur PowerPoint, on mettait le logo, on changeait les noms, on imprimait, on faisait comme ça. Le tournant, ça a été quand on a commencé à prendre des personnes en interne dont c'était le métier. Okay. Je dis waouh, ils font les choses vachement mieux que moi avec mon Word et mon PowerPoint. Les candidats à la franchise, quand ils appelaient, et je les recevais, j'appelais, tout. Alors c'est sûr, j'étais en direct avec eux, mais au bout d'un moment tu peux plus. On a à peu près 600 demandes de candidature par an. Le tournant, ça a été quand on a embauché Valérie, dans son métier, c'est d'être au suivi des candidats, de les écouter, de répondre à leurs questions et tout. Chaque fois qu'on s'est professionnalisé avec des gens dont c'est le métier, on a gagné. Tu vois, le fait d'avoir une comptable en interne, le fait d'avoir nos propres informaticiens en interne, plutôt que de passer par des sociétés extérieures. Chaque fois, tu vois, c'est un tournant où chaque fois que tu te structures. Et chaque fois, tu dis, bon, on arrivait à le faire, on gérait un petit peu, mais entre arriver à le faire et puis le faire bien par quelqu'un dont c'est le métier, c'est pas la même chose. Et tu te rends pas compte, mais chaque fois, tu gagnes une étape, quoi. Tu montes une marche. Bah oui, c'est clair. Et okay, c'est intéressant, là, on parle de l'agence automobilière, plus de 100 agences, introduction en bourse, etc. Tout ça, on peut dire que c'est un succès. Est-ce que tu peux parler d'échecs? Est-ce qu'il y a un échec qui te... on en a tous, mais... Oui, des échecs, il y en a plein. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que... Tous les jours, parce que celui qui n'a pas d'échec, déjà, c'est celui qui fait rien. On est d'accord. En France, on dit, t'as toujours peur de dire, ouais, je me suis planté, j'ai ci, j'ai ça et tout. Mais si tu fais rien, tu peux pas te planter. Le mec qui réussit tout, je sais pas... Soit ça, je crois pas trop. Oui. Enfin, il fait pas grand-chose. Alors, un échec marquant, ou qu'est-ce que ça pourrait être un échec? Attends, je suis en train de réfléchir. En fait, comme je suis quelqu'un d'extrêmement positif, tu sais, je les vois pas trop. Mais c'est peut-être des fois mon excès d'optimisme qui peut me planter. Mais bon, maintenant, comme je suis entouré, ils sont toujours là pour me rattraper, pour me calmer. Qu'est-ce que je pourrais donner comme échec? Le fait, par exemple, de vouloir aller trop vite, comme on disait avant. Le fait, c'est quand on parlait s'étendre à l'étranger ou les choses comme ça, c'est pour moi une volonté, parce que je veux qu'il y en ait partout, que notre concept, il aille partout et tout. Mais l'étranger, c'est comme redémarrer à zéro ce que j'ai démarré en France, mais en plus compliqué, parce que c'est à l'étranger. Avec d'autres règles, d'autres langues, d'autres... donc tu vois le truc. Alors moi je me suis dit non, on va démarrer, mais on va pas démarrer un pays, on démarre tout de suite 6 en même temps, tu vois. Donc c'est là que tu dis ça va passer, mais en fait ça passe pas, c'est compliqué. C'est un boulot dingue. Et puis après il faut savoir à quoi bon, quelle est réellement ta volonté, où tu veux aller, parce que des fois t'as ton côté je veux ça, mais est-ce que tu le veux réellement? Donc je pense c'est ça, c'est des fois le côté peut-être trop fonceur que je peux avoir dans certains cas. Mais surtout quand je sens l'opportunité, quand je sais que là il y a un truc à faire et tout, j'ai envie d'y aller. Mais des fois il faut laisser passer. Il faut laisser passer son tour, même tu dis ouais mais c'est... Des opportunités, on en a toujours. T'as envie de la prendre et après tu dis non, laisse-la passer, laisse-la à un autre, mais t'as pas forcément envie. C'est peut-être des fois là que je me plante. Je regrette rarement un choix que j'ai fait, parce que moi je pars du principe que quand c'est tranché, tu vois. Et t'as pris ce choix à un moment donné. Voilà, j'ai réfléchi avant, j'ai fait. Et puis si je me plante, je me dis bon de toute façon c'était ma décision. Avec les arguments que j'avais à l'époque, c'était la bonne.
Entre-temps, le temps a changé, des choses sont arrivées qui fait que effectivement c'était pas la bonne décision, mais à l'époque je savais pas tout ça. Donc, donc peut-être l'idée de se lancer à l'international sur 6 pays, c'était peut-être pas... Mais c'est toujours des questions d'opportunité. Ouais. Quand j'ai le candidat qui vient et me dit j'ai envie d'ouvrir, je vais pas lui dire non, je dis hop, allez hop, on ouvre. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais refait différemment déjà, qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ce qu'on fait différemment maintenant, c'est qu'on se lance plus en franchise, mais en master franchise. C'est-à-dire que quand on a des candidats qui viennent, on leur dit non, écoutez, on veut pas juste ouvrir un point de vente, parce que ouvrir un point de vente, c'est comme ouvrir un pays, c'est trop compliqué. Donc on veut trouver quelqu'un qui est structuré et qui veut ouvrir, lui, développer le pays. Ce qui est pas la même chose. Et du coup, c'est pas les mêmes profils à trouver, quoi. Tout à fait, entre un gars qui veut développer un pays et un gars qui veut ouvrir une agence, quoi. C'est c'est sûr. C'est pas le même profil. Donc du coup, ça, on a changé nos spécifications, ce qu'on a besoin, tu vois, le niveau d'entrée. Et depuis, je dirais que voilà, c'est un mieux. Du coup, on a moins de demandes, mais c'est pas plus mal, quoi. Je dirais c'est ça. Ok. On a parlé d'échecs, donc du coup, maintenant, on va parler de victoire. Si tu pouvais n'en retenir qu'une, ce serait quoi, une victoire? Une victoire. Alors, une victoire personnelle, alors peut-être? Une victoire de... je dirais que c'est toujours la victoire, c'est toujours le truc d'après qui va venir, tu vois. C'est quand t'as une nouvelle chose. À titre personnel, une victoire où j'étais là, je dis waouh, t'es reconnu, c'est quand tu rentres dans des réseaux pour aider les gens, par exemple, quand je suis rentré au réseau Entreprendre, et puis qu'on te donne quelqu'un à suivre, et puis que t'arrives à l'aider dans son entreprise, et que tu dis waouh, j'ai apporté ça. Ou quand j'ai pu rentrer au Conseil du commerce extérieur, tu te dis waouh, t'es content, tu te dis on m'a demandé à moi, on n'est pas beaucoup, tu vois là t'es un peu flatté. Et puis après, sinon, c'est les projets. C'est de pouvoir lancer les projets. Le dernier projet en date, on a un gros projet en cours qu'on va divulguer en 2025, où quand je commence à en parler à certains partenaires, ils me disent « Quoi, tu veux faire ça ?» et tout. On veut lancer notre propre automobile. Et au mois de juillet, on a été labellisé par le pôle véhicule du futur. Donc, je veux dire, c'est quand même un truc, c'est pas rien, quoi. C'est le fait de se dire on y va, on monte le dossier. Ça fait 3 ans qu'on bosse sur ce projet. Et là, on est en train d'aboutir. Donc, l'année prochaine, il y aura création de la société, présentation du proto. Donc, c'est un vrai truc. C'est pas une chinoiserie qu'on achète et on met un logo, oui, tout à fait. Et elle sera 100% française, fabriquée en France. C'est hyper important, avec des matériaux français. Et voilà. Est-ce que c'est une exclue, cette info? J'en parle pas pour l'instant dans le réseau, donc tu peux considérer que c'est une exclue. Ça fait plaisir. Donc, création d'une voiture électrique en France. Incroyable. Ça, fabriquée en France. C'est un sacré challenge. Même en Alsace, pour pas trop donner d'infos. C'est vrai. Un lien avec... on peut pas dire plus. Ok. Est-ce que tu es là où tu pensais être il y a 20 ans quand tu t'es lancé? C'est-à-dire, si tu te revois Christophe Winkelmüller il y a 20 ans, quand t'annonces à tes parents, voilà, j'arrête mon boulot chez Novartis. Alors, il y a 20 ans, si j'ai arrêté mon job aussi, c'est parce que je voulais créer une entreprise, et 2, comme je disais au début, j'ai toujours voulu créer une voiture. Donc c'était mon moteur dès le début, je voulais créer une voiture. Ça vient. Et alors pour la petite histoire, ma voiture, je voulais créer une voiture volante. Je voulais être le premier à faire une voiture volante et tout. Et entre-temps, mes valeurs ont tellement changé, je me dis non mais je vais pas créer une voiture qui sera pour des milliardaires qataris qu'on pourra pas voir dans nos rues et tout, c'est pas le but. Finalement, je pars plutôt sur une voiture populaire, intelligente. C'est ça qui me drive aujourd'hui, c'est les gens, c'est d'apporter quelque chose à l'humanité. C'est con. Hein. Donc j'y suis. Je suis en train de faire mon projet de vie. Je pensais qu'il avancerait plus vite, tu vois. Mais d'un autre côté, entre-temps, il y a tellement de choses que je n'avais pas prévues qui me sont arrivées. Quand t'es tout jeune, tu penses pas... Si, t'as envie d'avoir une femme, des enfants, et puis au final, quand tu les as, t'es waouh. Franchement, j'ai 3 fils, j'ai une femme formidable, j'aurais jamais pensé avoir tout ça, tu vois. Voilà, je vis plein de choses qui m'apportent.
J'ai des passions, comme dit, pour la lecture, pour les gens, pour, je sais pas moi, aller voir un bon concert, manger dans un bon resto, tu vois. Et donc, toutes ces choses, quand tu fais tes projets de vie, tu y penses pas forcément. Donc, ça arrive après, quoi. Mes voitures de collection, je sais pas, plein de trucs, les gens que tu vas croiser dans la rue avec qui tu vas discuter. Et en fin de compte, c'est ça qui est cool dans la vie, c'est que c'est pas tout tracé comme prévu. Mais pour l'instant, une chose est sûre, c'est que si je devais changer quelque chose, je changerais rien. Ok. Donc, Donc t'es là où tu pensais être. T'as pas ouais. de... Ok. Ouais. Super. Ouais. Et il y a une phrase, alors je la connais pas bien, tu sais, plagiée de c'est Kung Fu Panda 2. C'est le passé est derrière nous, le devant n'est pas, enfin l'avenir n'est pas encore arrivé, et maintenant est un cadeau. C'est pour ça qu'on le nomme présent. Et donc elle est fantastique. Hein. Kung Fu Panda 2, c'est pas mal. Hein. Et tu vois, quelque part. C'est ça le truc. C'est, je sais qu'on est là en train de discuter. Avant c'était avant, après je sais pas. Mais maintenant on est là et c'est ça qui est cool, quoi. Bah, je pense que c'est aussi probablement que c'est une de tes qualités de savoir apprécier le moment présent et effectivement ce qui est passé et ce qui est futur on n'y peut rien encore. Mais c'est difficile ça d'arriver à être dans le moment présent. Donc si c'est une de tes qualités, je pense que ça c'est probablement aussi une des qualités des entrepreneurs. D'arriver à vivre le moment présent et gérer les choses telles qu'elles viennent maintenant, sans se dire ah merde j'ai fait de la merde et s'angoisser pour un truc qui est déjà passé et merde qu'est-ce qui va me tomber sur le sur la sinon la charge mentale elle est x3 quoi. Ah voilà exactement. Si tu prends déjà la charge mentale du présent c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Un problème après l'autre. On est d'accord. Depuis avant on parle d'entrepreneurs etc. On parle d'entreprendre et j'aime bien poser cette question mais pour toi c'est quoi un entrepreneur? Tu vois fondamentalement, c'est quoi? Mais je pense que... Je vais prendre une autre image, comme ça, qui me vient tout de suite à l'idée. C'est comme dans une ruche, tu sais, avec des abeilles. On a tous des rôles. Et t'as ceux qui sont là pour... t'as la reine qui est là pour pondre. T'as ceux qui sont là pour nourrir. T'as ceux qui construisent. T'as ceux qui nettoient. T'as ceux qui fabriquent la ruche. T'as ceux qui vont chasser. Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que les abeilles, alors l'exemple est un peu différent, c'est que ça change au niveau des stades de leur vie. Mais je pense que nous, dans notre civilisation, on a chacun des rôles. Et il faut des rôles pour tout. T'as des personnes qui aiment créer, t'as des personnes qui aiment gérer, t'as des personnes qui sont plutôt dans le mouvement, qui vont faire des jobs, je sais pas moi, pompiers, policiers. T'en as, ils sont dans le soin, ils vont vouloir faire médecin. Moi, j'aimerais pas faire médecin, j'aimerais pas faire pompier, j'aimerais pas faire gestionnaire, banquier, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est créer. Donc, je pense qu'on a tous des profils différents. D'ailleurs, il y a plein d'études là-dessus sur les différents profils des gens. Et en fonction de ton profil, si tu arrives à trouver le job où tu apportes les choses par rapport à ton profil, c'est cool, tu t'éclates. T'imagines un comptable, tu demandes d'être commercial, ou un commercial d'être comptable. Ils vont serrer les dents, là, hein, ça va pas bien se passer, quoi. Et je pense que le fait d'être à sa place, c'est cool, quoi, tu vois. Alors, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... ouais, non, je comprends bien, mais... Et donc, l'entrepreneur, je pense qu'il doit le sentir, et il doit se dire, je suis entrepreneur. Donc est-ce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est créatif et qui est là pour entreprendre quelque chose que d'autres ne feraient pas, et donc créer de la valeur et emmener des gens avec et créer du travail, enfin tu vois? Je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça l'entreprise. Quand tu regardes, c'est une aventure. Ouais. Un entrepreneur, c'est un aventurier. C'est un aventurier économique. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui veut partir à l'aventure, qui se contente pas de ce qui existe. Quand tu regardes Ferruccio Lamborghini, il a acheté que des Ferrari, et au bout d'un moment, il a dit putain, fais chier, la Ferrari me plaît pas. Je veux ma propre bagnole. Il s'était pris la tête avec Ferrari, il était pas content, il a dit je vais créer ma propre voiture et elle sera comme je veux. Et il a créé Lamborghini. Aujourd'hui, c'est des marques concurrentes, alors lequel est devant, derrière, on s'en fiche, mais c'est une offre en plus, et c'est un entrepreneur. À un moment, il a dit ce qui existe ne me convient pas. Je veux autre chose. Et il est parti à l'aventure, il a emmené des gens avec lui, des clients, il a créé sa marque, son aventure, tu vois. Donc je pense qu'un entrepreneur, c'est ça, c'est quelqu'un à un moment qui s'investit d'une mission et qui dit je veux changer ça. Comme tu peux avoir des entrepreneurs politiques, tu peux avoir des entrepreneurs humanitaires, des machins, mais ça s'appelle pas entrepreneur, mais c'est un peu... Ok. Ah ouais, je vois, ouais. C'est un révolté, quoi. Ouais. Le mec, il veut changer les choses, quoi. Ok. Nous, c'est dans l'économie. Et pour toi, est-ce que entreprendre, c'est mieux seul ou à plusieurs? Ça, je pense que ça dépend des gens. L'association est pas facile.
Parce que moi, je t'ai dit avant, je suis plutôt un solitaire, un introverti et tout, mais pour un solitaire, il y a beaucoup de gens autour de moi, tu vois. Donc, j'ai appris à apprécier les gens avec le temps. Ce qui est pas facile, c'est que moi, j'ai envie de... Moi, je tutoie tout le monde, déjà. J'ai le tutoiement facile. Parce qu'avant, je devais vouer tout le monde dans mon ancien job et tout. J'ai ce tutoiement facile. J'ai ce besoin d'être sympa avec les gens, de machin et tout. Mais après, en fonction des personnes qui sont avec toi, tu peux pas forcément. Parce que t'as quelqu'un, tu vas être trop cool avec lui, il va dire ouais on est potes et puis il va faire des conneries, tu vois, ou il va abuser. Et donc c'est là où c'est compliqué. C'est pour ça, est-ce que je suis plutôt solitaire, est-ce que je suis plutôt à plusieurs et tout, ça va dépendre. Mais une chose est sûre, c'est que ce que j'apprécie, c'est les groupes de chefs d'entreprise. Donc je suis dans différentes assos de chefs d'entreprise et le fait de se retrouver entre chefs d'entreprise, du coup tu te retrouves dans une famille à plusieurs, mais tu te rends compte qu'on est quand même toujours plus ou moins seul. J'ai quelques amis entrepreneurs qui ont des associés. Souvent ils sont à 2. Et qui s'entendent super bien avec leurs associés, mais genre cul et chemise, quoi. C'est comme des frères, ça fait 20 ans que ça dure et tout. Je dis waouh, c'est pas évident parce que t'as plus d'exemples où ça marche moins bien avec l'association, tu vois. Où t'en as, il y avait le sentiment de trop donner, puis l'autre il donnait rien et tout. Donc c'est pas facile. J'étais associé pendant 10 ans avec quelqu'un, on était à 50-50 co-gérant. C'était difficile. C'est difficile et ça s'est terminé, on s'est séparés, j'ai racheté ses parts, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense aussi que quand on entreprend, on a le droit de s'associer à un moment donné, mais c'est pas immuable. C'est-à-dire que la vie d'une entreprise, l'entreprise nous dépasse. Et je pense qu'à un moment donné, les associés doivent servir l'intérêt de l'entreprise. Et si à un moment donné, ils n'apportent plus ce qu'ils devaient apporter ou ce que l'entreprise a besoin, ils doivent quitter et il faut être à l'aise là-dessus. Et il y a un vrai tabou sur ce sujet, c'est que quand on s'associe avec quelqu'un, c'est bizarre, mais on a l'impression qu'on s'associe à vie comme une forme de mariage. Alors qu'au final, c'est une discussion au propre de l'économie de l'entreprise, c'est de dire à un moment donné, bon ben regarde, on en est là, ce que tu apportes et ce que j'apporte, il faut qu'on tranche, il faut que tu quittes ta boîte, il faut que je rachète, on doit faire venir quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a une forme de pudeur sur ce sujet, on en parle très peu, et du coup, c'est ce qui crée de la friction et qu'à un moment donné, ça éclate. Mais en général, quand tu fais quelque chose, c'est pour que ça se passe bien. T'as pas envie de le défaire. C'est comme le mariage, je te disais avant, il y a plus de mariages qui arrêtent que de mariages qui durent. Et au départ, tu dois bien faire un contrat de mariage, quoi. C'est comme ton contrat d'associé, quoi. T'es là, tu dis, et ton pacte d'associé, pardon, je cherchais le nom. Et en fin de compte, normalement, l'objectif, c'est de pas de l'utiliser, mais tu le fais quand même au cas où. Et si on le fait, c'est pas pour rien. Donc, mais c'est vrai qu'au départ, c'est comme t'achètes pas une maison pour déménager, quoi. Quand tu l'achètes, c'est la meilleure des maisons. Quand t'achètes une voiture, c'est la voiture de tes rêves. Mais au bout de 6 mois, tu te dis si je changeais de voiture, quoi. Donc, c'est clair. Mais pour une entreprise, c'est plus compliqué. Pour un associé aussi. C'est plus compliqué. Comment est-ce que tu apprends? Comment est-ce que tu fais évoluer ton esprit? Donc, tu dis que tu lis un petit peu, tu as dit que tu lis, tu es dans les clubs d'entrepreneurs, donc j'imagine que ça t'inspire aussi pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore dit sur comment tu... BFM Business, Good Morning Business le matin, ça fait partie des choses, j'imagine. Est-ce que tu écoutes des podcasts ou... Alors, j'écoute des podcasts. Alors, je suis abonné à quelques podcasts. Et puis, des fois aussi, c'est les clubs chefs d'entreprise dans lesquels je suis, souvent qui m'envoient « Tiens, j'ai écouté ce truc qui est pas mal. » En fait, c'est en discutant tout le temps. Je suis très peu sur les réseaux sociaux, à part LinkedIn, mais parce qu'il faut bien pour mon travail. En fait, je le fais pour être l'homme sandwich de mon entreprise. Mais moi, les réseaux sociaux, je sais pas, c'est une perte de temps, ça m'intéresse pas. J'y vais 1 semaine ou 2 sur Instagram pendant mes vacances quand je me fais chier à la plage et puis que je sais vraiment pas quoi faire. Mais c'est pas mon truc. Moi, je suis dans la vraie vie, tu vois. Et en fin de compte, l'information, tu te rends compte qu'elle vient à toi. Donc, faut être ouvert. Ouais, c'est ça. Faut être à l'écoute. Il faut être ouvert à l'information, quoi. Et tu vois, avant, tu m'as parlé du livre La Source. Je peux déjà te dire, tu sais pas de qui c'est, mais moi, t'as pas besoin de le mettre en commentaire dans le livre. Il est commandé ce soir et je le lis la semaine prochaine, quoi. Donc, tu vois, tu vois d'où vient l'info, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut être ouvert. C'est ça. Est-ce qu'il y a un conseil particulier que tu donnerais à toi quand tu as démarré? Un conseil où tu te dis tiens, voilà ce que j'ai envie de lui chuchoter à l'oreille parce que... Ouais, mais si je me donne un conseil, peut-être que je vais changer des choses.
Tu sais, c'est comme les films, là, 12 Monkeys, tu sais, les 12 singes, l'armée des 12 singes, là où quand ils changent chaque fois le passé, ça change le futur. Ouais. Non, je crois que je dirais rien. Parce que ce qui est cool, c'est ma vie, je l'ai adorée comme elle est, je changerai rien. Et surtout, je dirais rien de peur qu'il y ait une chose qui change. T'imagines ça serait peut-être moins bien. Non, je suis content comme ça c'est fait. Et tu penses qu'il n'y aurait pas plus d'agences ou les choses n'auraient pas été différentes? Non. C'est pas un souhait que tu as, quoi. C'est intéressant. Non, du coup, tu dirais rien. Tu verrais Christophe Winkelmüller il y a 20 ans et tu dirais rien. Non. C'est beau. Non. Je dirais, si je devais lui dire un truc, je dirais profite. Mais ça, il le savait déjà. Donc, excellent. Je dirais profite, mais tu le sais déjà. Ok, cool. Et du coup, t'es où dans 10 ans? Voilà. Là, t'as... Alors là, du coup, dans 10 ans où je suis, j'espère que ma future voiture sera appréciée et que je pourrai la faire évoluer, que j'aurai eu d'autres projets que je ne connais pas encore. Parce que ce qui est cool, c'est que comme le monde change, les technos changent, le progrès... En fait, l'entreprise à venir, toi et moi, et ni personne sur Terre peut encore la connaître vu qu'elle va dépendre de choses qui n'existent pas encore. Donc, c'est ça qui est cool. Il y a encore plein de choses à venir dont tu n'es pas au courant. Donc, j'espère pouvoir y participer le plus longtemps possible. En fait, moi, je kiffe ma vie, donc j'ai envie de kiffer le plus longtemps possible. C'est ça le truc, tu vois. Mais après... Excellent. Plein d'optimisme. C'était super. Est-ce qu'il y avait un truc que tu avais envie de rajouter comme ça de manière libre, un conseil que tu as envie de donner aux gens qui écoutent sur l'entrepreneuriat? Je pense surtout, tu vois, à des gens qui sont... bien sûr, des gens qui veulent entreprendre, mais ça, il y a énormément de contenu. Je pense plus à des gens qui entreprennent déjà, qui entreprennent depuis 2-3 ans, qui ont peut-être des doutes. Ou... Est-ce qu'il y a... T'as envie de leur dire quelque chose? Non, moi, ce que j'ai envie de leur dire, et déjà j'ai envie de te dire quelque chose à toi, c'est que ton podcast, il est super, l'idée est très très chouette. Donc j'espère que ce qu'on a échangé va servir à plein de personnes qui vont mettre plein de commentaires éventuellement dessus avec des questions éventuelles. Donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'ils mettent des questions, quoi. Mettez des questions dessus pour qu'on puisse y répondre. Je pourrais y répondre alors, ma porte est ouverte, donc c'est-à-dire que s'il y en a qui ont envie de me parler d'un projet ou autre, on a un petit campus à start-up à Saussheim, donc on a déjà accueilli des entreprises, on est plein, mais on trouvera toujours une place pour quelqu'un qui veut venir, et ma porte est ouverte, donc ils viennent me voir, j'ai pas forcément toujours, je peux pas passer un mois avec quelqu'un qui a qu'une idée, mais 1 heure j'ai toujours pour un entrepreneur, quoi. Donc c'est ça, s'ils ont envie que je les aide ou que je leur donne les bons conseils autres, qu'ils le font, s'ils ont des questions qu'ils le demandent sur la vidéo. Et puis je pense que tu as créé un support qui permet ça, donc ça c'est une bonne chose. Et après entre nous, avec le réseau qu'on a chacun, les idées qu'on a chacun, on réussira à résoudre tous les problèmes, répondre à toutes les questions. Et pour le chef d'entreprise, c'est ça, c'est d'avoir le bon réseau qui va l'aider à faire avancer son projet et tout ça, et on peut faire partie de son réseau s'il en a besoin, quoi. Mais je pense que tu as dit quelque chose de très vrai, c'est juste demander. Je suis assez étonné de voir le nombre d'entrepreneurs qui restent dans leur coin et qui n'osent pas aller vers d'autres entrepreneurs pour dire écoute, j'ai ce problème en ce moment, j'ai ce challenge, comment t'as fait toi, ou est-ce qu'on peut pas discuter 5 minutes? C'est incroyable comme ça peut nous aider. Et je trouve que là-dessus, les clubs d'entrepreneurs sont des bonnes choses. C'est pas que pour faire du business, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que aller dans un club d'entrepreneurs, c'est pour donner sa carte de visite et vendre un peu sa cam. Pas nécessairement, c'est juste de discuter de problématiques quotidiennes qu'on peut avoir, de trésorerie, d'embauche, un problème avec un salarié. Moi, tu sais, quand je vais dans un after-work ou un club business, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu viens encore à ce genre d'after-work tout Je dis « Mais je viens pas pour faire du business, je viens parce que ça me plaît, parce que je vais rencontrer des gens que j'ai plus revus depuis 1 an ou 2, je vais discuter avec des gens, je viens pour passer un bon moment, pour passer 2 bonnes heures à discuter avec des gens, à échanger et tout ça. Je vais pas pour rentrer 1 ou 2 mandats sur l'agence pilote de Saussheim. Je dis non, on en est plus là depuis longtemps. Et je m'en fiche. Si quelqu'un me dit j'ai une voiture avant, je dis super, je vais te mettre en relation, mais je viens pas pour ça, quoi. Et c'est ça le truc. En fait, il faut sortir. Les entrepreneurs doivent sortir, doivent discuter, doivent faire des relations. C'est pas toujours facile d'aller vers l'autre, mais effectivement, faut le faire. Je pense qu'effectivement, moi, c'est quelque chose que je fais. Des fois, j'envoie un texto comme ça à des entrepreneurs que je connais, que je sais qui ont pu traverser une situation similaire à la mienne. Je pose 1 ou 2 questions et ça a un côté rassurant. On se dit, OK, il a géré ça comme ça, je vais m'inspirer de ça.
Et je trouve qu'on devrait plus, en tant qu'entrepreneur, plus se parler, effectivement. Ok, en tout cas, je suis arrivé au bout. On a de mes questions, donc on est arrivé au bout du podcast. C'était très intéressant. T'es plein d'optimisme. Je trouve ça fou. Enfin, fou, je veux dire, c'est rare de rencontrer des gens aussi optimistes. Okay. Parce que, comme par exemple, tu vois, je te dis, qu'est-ce que tu dirais à Christophe Winkelmüller il y a 20 ans ? Bah, rien, parce que je regrette rien et tout est super. Et ça, c'est excellent, en fait, tu vois. Donc, merci. Je pense que ce podcast va être une bonne dose d'optimisme. Et en ça, je suis content. Voilà. Merci, en tout cas. Merci et à du toi. coup, on te retrouve sur LinkedIn. Oui. Et sinon, pas sur Instagram, ni Facebook, ni LinkedIn. Non, de toute façon, j'y vais pas sur ces comptes. Il doit rester des comptes, mais c'est LinkedIn. Ouais, pour me parler, ça fonctionne bien. Ça marche. Ok. Donc, rendez-vous sur LinkedIn si vous avez des questions, Christophe. Merci. Merci à toi. Vous avez écouté 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Ne ratez rien des prochains épisodes et soutenez-nous en vous abonnant à notre podcast et en nous recommandant. Merci à vous.